Il y a des histoires d'amour qui commencent avec un regard, un hasard, une rencontre qui aurait pu ne jamais arriver. Et puis il y a Titanic, une histoire qui commence presque comme un fantôme. Au fond de l'océan, dans le silence noir de l'Atlantique, un navire immense repose depuis des décennies. Il n'a plus ses lumières, plus sa musique, plus ses passagers élégants qui traversaient ses couloirs comme si le monde leur appartenait. Il n'est plus qu'une carcasse brisée, rongée par le temps, entourée d'une obscurité où chaque objet semble encore porter la trace d'une vie interrompue. Et pourtant, dans cette épave, quelqu'un cherche encore quelque chose. Pas seulement un trésor, pas seulement un diamant, pas seulement un souvenir de riche disparu au fond de l'eau. Ce que les explorateurs cherchent, c'est un morceau de légende. Le cœur de l'océan, un bijou bleu, rare, presque irréel, censé avoir disparu avec le Titanic. Pour eux, c'est une découverte qui pourrait changer leur vie. Pour le monde, ce serait une relique spectaculaire. Mais pour une femme très âgée, qui regarde ces images à la télévision, ce bijou n'est pas un simple objet. C'est une porte vers une nuit qu'elle a passé toute sa vie à porter en silence. Cette femme s'appelle Rose, et quand elle voit le dessin retrouvé dans l'épave, quand elle reconnaît ce corps jeune, ce visage, cette posture, ce collier autour du cou, elle comprend que le passé vient de refaire surface. Pas comme un souvenir flou, pas comme une vieille histoire qu'on raconte pour émouvoir les autres, mais comme une vérité intime, profonde, presque intacte. Parce que Rose n'a pas seulement survécu au Titanic, elle y a laissé une partie d'elle-même. C'est là que le film de James Cameron trouve sa force. Titanic n'est pas uniquement le récit d'un naufrage célèbre. Ce n'est pas seulement une grande romance, ni seulement un film catastrophe avec des effets spectaculaires. C'est une histoire construite sur deux mouvements opposés. D'un côté, un navire présenté comme invincible, une merveille de modernité, de luxe et d'orgueil humain. De l'autre, une jeune femme qui, au milieu de ce monde parfaitement organisé, se sent déjà en train de couler. Avant même l'iceberg, avant même la panique, avant même l'eau glacée. Rose est vivante, riche, entourée, promise à un avenir respectable. Et pourtant, intérieurement, elle étouffe. C'est ce détail qui rend Titanic beaucoup plus émotionnel qu'un simple récit historique. Le film nous montre un bateau qui va disparaître, mais il nous montre aussi une femme qui risque de disparaître dans une vie qui n'est pas la sienne. Et c'est pour cela que, dès le début, le récit au présent est important. Brock Lovett, l'explorateur qui dirige les recherches, ne voit d'abord l'épave qu'à travers la valeur de ce qu'elle peut cacher. Il connaît les chiffres, les plans, les coffres, les objets précieux. Il sait comment parler du Titanic comme d'un site de recherche, presque comme d'une énigme technique. Pour lui, le navire est un mystère à résoudre, un coffre-fort géant perdu dans les profondeurs. Mais Rose, elle, ne voit pas un coffre-fort. Elle voit des couloirs, des escaliers, des visages, une musique, une odeur de mer froide. Elle voit une robe, une main tendue, une promesse murmurée dans l'urgence. Elle voit surtout un garçon qui n'avait presque rien, mais qui lui a donné la chose la plus précieuse de sa vie, la liberté de choisir. Cette différence entre Brock et Rose est essentielle. Le film nous dit déjà que les objets ne racontent jamais toute l'histoire. Un bijou peut survivre au naufrage, un dessin peut dormir pendant 84 ans au fond d'un coffre, mais la vraie valeur est ailleurs. Elle est dans ce que les survivants ont porté en eux, dans ce qu'ils n'ont jamais pu expliquer entièrement, dans ce que personne ne peut remonter à la surface avec un robot sous-marin. Quand Rose arrive sur le bateau de recherche, elle n'arrive pas seule. Elle vient avec ses photos, ses souvenirs, son âge, sa fragilité, mais aussi avec une forme de force tranquille. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle a vécu une vie entière. Et pourtant, lorsqu'elle commence à parler, on sent que quelque chose en elle redevient jeune. Pas parce qu'elle oublie son âge, mais parce que certaines émotions ne vieillissent jamais vraiment. C'est l'une des grandes idées de Titanic. Le temps passe, les corps changent, les mondes disparaissent, mais certains instants restent enfermés en nous avec une précision presque douloureuse. Le film utilise alors un geste très simple. Il passe du présent au passé, d'un visage âgé à un visage jeune, d'une mer silencieuse à un port rempli de bruit, de fumée, de cris et d'excitation. Et soudain, le Titanic n'est plus une épave. Il redevient un géant neuf, brillant, immense, presque arrogant.
Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot est là, dressé devant la foule comme une promesse de progrès. On le regarde comme on regarderait une ville flottante. Il y a des familles, des bagages, des officiers, des voitures, des caisses, des passagers de toutes les classes sociales. Certains montent à bord avec des malles luxueuses et des domestiques. D'autres arrivent avec presque rien, seulement l'espoir d'une vie meilleure de l'autre côté de l'océan. Dès cette scène, James Cameron pose l'un des contrastes les plus importants du film. Le Titanic transporte tout le monde, mais il ne traite pas tout le monde de la même manière. Sur le même navire, il y a plusieurs mondes. Les riches ont l'espace, le confort, les salons, les repas, les cabines magnifiques. Les pauvres ont l'énergie, la foule, le bruit, la promesse d'un départ. Les premiers voyagent comme s'ils possédaient déjà l'avenir. Les autres voyagent parce qu'ils espèrent encore en avoir un. Et au milieu de cette agitation, Rose apparaît. Elle descend d'une voiture avec élégance, accompagnée de sa mère Ruth et de son fiancé Cal Oakley. Tout, autour d'elle, semble organisé pour donner une image parfaite. Les vêtements, les gestes, les regards, la manière de monter à bord. Rose appartient à un monde où l'on ne doit pas seulement vivre, mais représenter quelque chose. Une famille, un nom, une classe, une apparence. À première vue, elle a tout. C'est justement le piège. Parce que Rose n'est pas libre. Son mariage avec Cal n'est pas seulement une histoire d'amour, et peut-être même pas une histoire d'amour du tout. C'est une alliance sociale, une solution financière, une décision que les autres ont emballée dans les mots du devoir et de la respectabilité. Sa mère voit en Cal une sécurité. Cal voit en Rose une possession élégante, une femme qu'il peut admirer, couvrir de bijoux, mais aussi contrôler. Rose, elle, voit déjà les barreaux invisibles. Le génie du film, dans ses premières minutes, c'est de ne pas nous présenter Rose comme une simple princesse malheureuse. Elle n'est pas seulement triste parce qu'elle est riche et incomprise. Elle est prisonnière d'un système où chaque sourire doit être correct, chaque décision doit plaire, chaque geste doit respecter une place déjà écrite. Son monde est magnifique, mais il est étouffant. Les salons sont luxueux, mais l'air y manque. Et c'est là que Titanic commence à préparer sa grande rencontre. Parce que pendant que Rose monte à bord comme une jeune femme enfermée dans une vie trop parfaite, Jack Dawson, lui, arrive par hasard, presque par miracle. Il n'a pas de fortune, pas de titre, pas de place réservée dans les grands salons. Il gagne son billet au dernier moment, dans une partie de poker, comme si le destin lui ouvrait une porte juste avant qu'elle ne se referme. Jack ne sait pas encore qu'il monte sur un navire condamné. Rose ne sait pas encore que ce garçon va bouleverser toute sa vie. Et le spectateur, lui, sait déjà quelque chose que les personnages ignorent. Ce voyage n'ira jamais jusqu'au bout. Chaque rire, chaque regard, chaque promesse de départ est traversée par une ombre. C'est ce qui donne au film une émotion si particulière. Nous regardons les personnages commencer une aventure, mais nous savons que le compte à rebours a déjà commencé. Le Titanic quitte le port comme un symbole de puissance. Les passagers saluent, les mouchoirs s'agitent, les familles regardent depuis le quai, et le navire avance lentement vers l'océan. À cet instant, tout semble possible. Pour les riches, c'est un voyage de prestige. Pour les immigrants, c'est une chance. Pour Jack, c'est une aventure. Pour Rose, c'est peut-être une condamnation polie. Mais le film va bientôt montrer que parfois, une rencontre imprévue peut fissurer toute une prison. Et avant même que la glace ne touche la coque du Titanic, le vrai danger pour Rose est déjà là, continuer à vivre une vie où son cœur n'a jamais été consulté. Quand le Titanic s'éloigne du quai, il emporte avec lui bien plus que des passagers. Il emporte des rêves, des ambitions, des mensonges, des illusions de grandeur et surtout des vies qui ne devraient jamais se croiser. C'est ce qui rend le début du voyage si fascinant. À bord du même navire, tout le monde va dans la même direction, mais personne ne voyage dans le même monde. Pour Rose, le Titanic ressemble à une prison dorée. Sa cabine est somptueuse, ses robes sont magnifiques, les repas sont servis dans des salles élégantes, et chaque objet autour d'elle semble répéter qu'elle appartient à l'élite. Pourtant, cette richesse ne lui donne aucune liberté. Elle ne choisit presque rien. On choisit pour elle ce qu'elle doit porter, comment elle doit se tenir, qui elle doit épouser, et même le genre de bonheur qu'elle doit accepter. Cal Oakley, son fiancé, incarne parfaitement cette prison. Il n'est pas simplement riche,
Il a cette assurance froide de quelqu'un qui a toujours été habitué à obtenir ce qu'il veut. Avec Rose, il peut se montrer charmant en public, mais cette courtoisie cache quelque chose de plus dur. Pour lui, l'amour ressemble beaucoup à la possession. Il admire Rose comme on admire une œuvre précieuse, mais il ne cherche pas vraiment à comprendre ce qu'elle ressent. Il veut qu'elle soit belle, docile, reconnaissante. Il veut qu'elle entre dans le rôle qu'il a déjà imaginé pour elle. Ruth, la mère de Rose, n'est pas aussi brutale que Cal, mais sa pression est tout aussi puissante. Elle agit au nom de la survie sociale. Derrière ces manières strictes, il y a la peur de perdre leur statut, leur nom, leur confort. La famille de Witt Boukater n'a plus la sécurité financière qu'elle prétend avoir, et ce mariage avec Cal représente une sortie de secours. Ruth ne regarde donc pas seulement sa fille comme une jeune femme. Elle la regarde aussi comme la solution à une catastrophe silencieuse. C'est là que le film devient plus subtil qu'une simple opposition entre riches méchants et pauvres gentils. Ruth n'est pas un monstre. Elle est elle-même prisonnière d'un monde où une femme, sans argent, sans mari puissant, sans place sociale solide, peut tomber très vite. Mais au lieu de libérer sa fille de ce système, elle lui demande de s'y sacrifier. Et Rose comprend tout cela. Elle comprend que sa vie est en train d'être vendue avec élégance. Autour d'elle, les adultes parlent de mariage, de réputation, d'avenir, comme si son cœur était un détail secondaire. On lui demande de sourire, de se tenir droite, de jouer son rôle. La première classe du Titanic est remplie de conversations polies, de couverts brillants, de règles invisibles. Mais plus Rose observe ce monde, plus elle se sent étrangère à l'intérieur même de sa propre vie. Pendant ce temps, à l'autre extrémité du navire, Jack Dawson découvre le Titanic avec des yeux complètement différents. Lui n'a presque rien. Son billet n'était pas prévu. Il l'a gagné à la dernière minute avec Fabrizio, dans une partie de cartes qui change leur destin en quelques secondes. Ce détail donne à Jack une énergie particulière. Il vit dans l'instant. Il ne possède ni fortune, ni sécurité, ni avenir garanti, mais il possède une chose que Rose n'a pas encore, la capacité de respirer librement. Quand Jack monte à bord, il ne pense pas au prestige du paquebot comme les passagers de première classe. Il pense à la chance, à l'Amérique, à l'inconnu, à cette possibilité incroyable d'être, quelque part, simplement parce que le hasard lui a souri. Pour lui, le Titanic est une aventure. Pour Rose, c'est un couloir vers une vie qu'elle ne veut pas. Ce contraste donne toute sa force à leur future rencontre. Jack et Rose ne viennent pas seulement de deux classes différentes. Ils représentent deux manières opposées d'exister. Rose a tout ce que la société admire, mais elle ne se possède pas elle-même. Jack n'a presque rien, mais il possède son regard, ses choix, son rire, son courage de vivre sans demander la permission. En troisième classe, l'ambiance est très différente. Le film y montre un monde plus bruyant, plus chaleureux, plus vivant. Les gens sont entassés, certes. Ils n'ont pas les mêmes privilèges, pas les mêmes salons, pas les mêmes repas. Mais il y a là une énergie humaine que Rose ne trouve pas dans les dîners de son propre milieu. On parle, on rit, on partage, on espère. L'avenir n'est pas assuré, mais il est ouvert. Jack observe aussi le navire comme un artiste. Il regarde les passagers, les mouvements, les visages. Il dessine. Il capte les gens tels qu'ils sont, avec leur fragilité, leurs gestes, leurs petites vérités. Ce détail est important, car Jack ne voit pas Rose comme Cal la voit. Cal regarde Rose comme une fiancée qui doit correspondre à son rang. Jack, lui, va la regarder comme une personne réelle. Avant même leur première grande scène ensemble, le film prépare ce regard. Rose, dans les salons de première classe, semble entourée mais isolée. Elle est avec des gens, pourtant elle est seule. Ses conversations sont remplies de conventions, ses journées sont organisées, son avenir est programmé. Et chaque fois que le film la montre dans cet univers, on sent que le luxe ne suffit pas à masquer son malaise. C'est une idée très forte. Parfois, la cage la plus difficile à voir est celle qui brille. Cal lui offre le cœur de l'océan, ce fameux diamant bleu, comme un cadeau spectaculaire. En surface, c'est un geste romantique. Un bijou rare, magnifique, presque royal. Mais dans la dynamique de leur couple, ce collier ressemble déjà à une chaîne. Cal ne donne pas seulement un cadeau. Il rappelle sa puissance. Il montre ce qu'il peut offrir, donc ce qu'il pense pouvoir attendre en retour. Rose est censée être impressionnée. Elle l'est peut-être par la beauté de l'objet,
mais pas par ce qu'il représente. Ce bijou deviendra plus tard un symbole central du film, parce qu'il porte plusieurs sens à la fois. Pour Cal, il représente la richesse, la possession, la domination. Pour les chercheurs du présent, il représente la valeur matérielle et la légende. Pour Rose, il deviendra le souvenir d'une époque où son corps, son avenir et son image appartenaient encore aux autres, mais aussi le témoin secret de sa transformation. Pour l'instant, Rose n'a pas encore trouvé la force de rompre avec ce monde. Elle est encore piégée entre l'obéissance et le désespoir. Et c'est là que Titanic fait avancer son drame intérieur vers un moment plus sombre. Rose ne se contente plus d'être malheureuse en silence. La pression devient trop forte. Le mariage, la famille, le regard de Cal, les attentes de la société, tout se referme sur elle. Elle comprend qu'une vie entière l'attend, mais cette vie ne ressemble pas à une promesse. Elle ressemble à une sentence. Alors elle court. Elle traverse le navire, quitte les espaces élégants, s'éloigne des regards et arrive à l'arrière du Titanic. Là, au-dessus de l'eau noire, dans le vent, elle se retrouve face à une décision terrible. Ce n'est pas seulement une scène dramatique pour créer une rencontre romantique. C'est le cri silencieux d'une jeune femme qui ne voit plus d'issue. Le navire avance dans la nuit, immense, puissant, indifférent. Rose, elle, vacille. Et c'est à ce moment précis que Jack apparaît. Il n'arrive pas comme un prince parfait, ni comme un héros préparé à sauver quelqu'un. Il est simplement là. Il a vu Rose. Il comprend assez vite que quelque chose ne va pas. Et au lieu de paniquer ou de la juger, il lui parle. Il lui parle avec une franchise qui tranche complètement avec le monde auquel elle appartient. Jack ne lui récite pas une leçon de morale. Il ne fait pas de grands discours. Il essaie de la ramener à la réalité, phrase après phrase, avec une tension très humaine. Il lui dit, en substance, que si elle saute, il sautera aussi pour la récupérer. Ce n'est pas une déclaration romantique. C'est une manière de lui faire comprendre que son geste aura une conséquence immédiate, concrète, absurde même. Il la force à revenir dans le présent. Et ce qui est beau dans cette scène, c'est que Jack sauve Rose avant même de la toucher. Il la sauve d'abord par son regard. Pour la première fois depuis le début du film, quelqu'un ne la traite pas comme une héritière, une fiancée, une obligation familiale ou une future épouse. Jack la traite comme une personne en danger. Une personne qui souffre. Une personne qui mérite qu'on lui parle directement, sans masque social. Quand Rose glisse réellement et que Jack la retient, la scène devient physique, urgente, presque brutale. Elle crie, il s'accroche. Les officiers arrivent, Cal intervient, tout le monde interprète la situation avec les codes de son monde. Pour les gens de première classe, il faut vite transformer ce moment en accident respectable. Il faut sauver les apparences. Rose ne peut pas être une jeune femme désespérée qui voulait fuir sa vie. Elle doit être une passagère maladroite qui a glissé. Encore une fois, la vérité est maquillée pour protéger l'image. Mais entre Rose et Jack, quelque chose a déjà changé. Ils viennent à peine de se rencontrer, et pourtant Jack a vu ce que personne autour d'elle ne voulait vraiment voir. Il a vu la fissure derrière la robe, derrière le nom, derrière le fiancé puissant. Il a vu la peur. Il a vu l'envie de disparaître. Et surtout, il n'a pas détourné les yeux. Cal, pour remercier Jack, accepte de l'inviter à dîner en première classe. Ce geste semble généreux, mais il est aussi chargé de mépris. Cal pense probablement que Jack restera à sa place. Impressionné par le luxe, amusant pendant quelques minutes, puis oublié. Il ne comprend pas encore que Jack n'est pas dangereux parce qu'il est pauvre. Jack est dangereux parce qu'il est libre. Et pour Rose, cette liberté va devenir impossible à ignorer. Car dès cette nuit, une fracture s'ouvre dans son univers. D'un côté, il y a l'ordre, l'argent, la sécurité, les règles, les promesses d'un mariage sans amour. De l'autre, il y a ce garçon qui n'a rien à offrir, sauf sa présence, son courage, son regard et une manière de vivre qui ressemble à une fenêtre ouverte. Rose ne tombe pas encore amoureuse au sens complet du terme. Mais elle vient de rencontrer quelqu'un qui lui rappelle qu'elle est vivante. Et parfois, c'est le début de tout. Le lendemain, Rose essaie de reprendre sa place dans le monde qui l'attend. En apparence, rien n'a vraiment changé. Le Titanic continue sa traversée, les passagers de première classe gardent leurs habitudes, les repas s'enchaînent, les conversations restent polies, et chacun fait comme si la nuit précédente n'avait été qu'un incident embarrassant. Mais pour Rose, quelque chose s'est déplacé.
Elle a rencontré Jack au moment où elle était le plus proche du vide. Il l'a vue dans une vérité que son propre entourage aurait préféré effacer. Et maintenant, même lorsqu'elle retourne auprès de Cal, de sa mère, des autres passagers élégants, cette rencontre reste là, comme une petite brèche dans un mur trop solide. Jack, lui, est invité à dîner en première classe. Cette invitation est presque une expérience sociale. Dans l'esprit de Cal et de certains passagers, Jack devient une curiosité. Un jeune homme pauvre, entré par hasard dans le monde des grands salons, assis à une table où l'on parle avec des gestes mesurés et des phrases bien choisies. On pourrait croire que Jack va être écrasé par le décor. Tout est fait pour l'impressionner. Les vêtements, les couverts, les regards, les règles invisibles. Mais Jack ne joue pas le rôle qu'on attend de lui. Il n'essaie pas de se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Il observe, il écoute, il répond avec une simplicité désarmante. Quand on le questionne sur sa vie, il ne la présente pas comme une honte. Au contraire, il parle de son existence nomade avec une liberté qui déstabilise ceux qui l'entourent. Il n'a pas d'adresse fixe, pas de fortune, pas de plan construit sur 10 ans. Il prend la vie comme elle vient, il dessine, il voyage, il saisit les occasions. Pour les invités de première classe, cette manière de vivre peut sembler irresponsable. Pour Rose, elle ressemble à de l'air. C'est l'une des scènes les plus importantes du début du film, parce qu'elle inverse discrètement la hiérarchie. Dans ce dîner, Jack est celui qui devrait être inférieur. Il n'a ni l'argent, ni l'éducation sociale, ni la place officielle. Pourtant, c'est lui qui semble le plus libre autour de la table. Les autres possèdent tout, mais ils sont attachés à leurs règles. Jack ne possède presque rien, mais il n'a pas honte de ce qu'il est. Et Rose le voit. Elle voit qu'il ne se laisse pas réduire par le mépris discret de Cal. Elle voit qu'il peut rester lui-même au milieu d'un monde qui veut le juger. Elle voit aussi que sa présence met en lumière le vide de sa propre existence. Car lorsque Jack parle de vivre chaque jour comme s'il comptait, ce n'est pas une simple jolie phrase. Pour Rose, c'est une provocation intime. C'est exactement ce qu'elle ne fait plus. À table, Molly Brown joue un rôle intéressant. Elle aide Jack, elle le soutient, elle comprend mieux que les autres la violence cachée des codes sociaux. Molly n'est pas née dans l'aristocratie traditionnelle. Elle connaît la différence entre l'argent et la vraie grandeur humaine. Grâce à elle, Jack peut entrer dans ce monde sans se faire immédiatement dévorer par les règles. Mais même avec cette aide, la tension reste visible. Cal observe Jack comme on observe un intrus. Il ne le considère pas vraiment comme une menace sérieuse, pas encore. À ses yeux, Jack est seulement un garçon pauvre qui a eu de la chance. Mais ce que Cal ne comprend pas, c'est que Rose n'est pas attirée par ce que Jack possède. Elle est attirée par ce qu'il lui révèle. Après le dîner, Jack remet à Rose un petit mot discret. Il l'invite à le suivre vers un autre monde du navire, loin des salons, loin de Cal, loin des regards qui jugent. Cette invitation est simple, presque enfantine dans son énergie. Mais pour Rose, elle a la force d'un passage secret. Elle descend alors vers la 3e classe. Et là, le film change complètement de rythme. La musique devient plus vivante, les corps bougent, les gens dansent, rient, boivent, se bousculent. Ce n'est pas le luxe poli de la 1re classe. C'est un espace plus serré, plus bruyant, plus désordonné, mais infiniment plus vivant. Rose découvre une forme de joie qui n'a pas besoin d'être approuvée. Ici, personne ne lui demande de représenter sa famille. Personne ne lui impose de sourire correctement. Personne ne surveille sa manière de respirer. Jack l'entraîne dans la danse. Au début, Rose est hésitante. Son corps connaît les règles de son monde, la retenue, la posture, la distance. Mais peu à peu, elle se laisse aller. Elle rit, elle essaie. Elle échoue parfois, recommence, suit le mouvement. Et à mesure que la musique accélère, on a l'impression qu'une autre Rose apparaît sous celle que la 1re classe avait fabriquée. Cette scène est souvent retenue comme une scène romantique, mais elle est aussi une scène de libération. Rose ne tombe pas seulement amoureuse de Jack. Elle tombe amoureuse d'une version d'elle-même qu'elle n'avait pas le droit de montrer. Avec Jack, elle n'est plus une fiancée décorative. Elle est une jeune femme qui peut courir, danser, transpirer, rire trop fort, se tromper de pas, vivre sans se demander si quelqu'un va la corriger. Et c'est là que Titanic devient très efficace émotionnellement. Le film ne nous demande pas de croire à l'amour entre Jack et Rose,
seulement parce qu'ils sont beaux, jeunes et réunis par le destin. Il nous montre pourquoi Jack compte pour Rose. Il est le premier à lui offrir une expérience concrète de la liberté. Pas une théorie, pas une promesse vague. Une soirée entière où elle existe autrement. Pour Jack aussi, Rose n'est pas seulement une passagère riche et inaccessible. Il voit en elle une personne curieuse, courageuse, capable de sortir du rôle qu'on lui impose. Il ne la traite pas comme une poupée fragile. Il la pousse à essayer, à choisir, à rire. Et cette confiance crée entre eux une intimité plus forte que leurs différences sociales. Mais cette joie ne peut pas rester cachée éternellement. Le lendemain, Rose est de nouveau ramenée vers son monde. Et plus elle a goûté à autre chose, plus sa cage devient insupportable. C'est souvent comme cela que fonctionne la liberté dans les récits de transformation. Le personnage ne comprend pas vraiment sa prison tant qu'il n'a pas senti l'air dehors. Cal, lui, commence à perdre patience. Son attitude devient plus menaçante. Il sent que Rose lui échappe, même si elle n'a pas encore rompu ouvertement. Pour lui, ce n'est pas seulement une question de jalousie amoureuse. C'est une question de contrôle. Rose est censée lui appartenir. Elle est censée répondre à ses attentes, accepter ses cadeaux, entrer dans son monde. Le fait qu'un garçon comme Jack puisse l'influencer représente une humiliation. Dans une scène très dure, Cal explose de colère devant Rose. Sa violence ne vient pas de nulle part. Elle révèle ce qui était déjà présent sous la surface. Un homme qui peut se montrer élégant tant qu'il est obéi, mais qui devient brutal dès que son autorité est contestée. La table renversée, les objets qui volent, la peur dans la pièce, tout cela montre à Rose ce que son avenir risque de devenir. Et pourtant, Ruth continue de la pousser vers ce mariage. La conversation entre Rose et sa mère est essentielle parce qu'elle donne à la pression sociale une dimension plus tragique. Ruth explique, d'une manière froide mais désespérée, que leur situation financière dépend de cette union. Si Rose refuse Cal, elle risque de perdre leur place, leur confort, leur dignité aux yeux du monde. Ruth ne parle pas seulement comme une mère autoritaire. Elle parle comme une femme qui a peur de tomber. Mais pour Rose, cette explication ressemble à une condamnation encore plus claire. Elle comprend que sa vie personnelle est devenue une monnaie d'échange. À ce moment du film, le conflit n'est plus seulement romantique. Il devient moral. Rose doit choisir entre sauver l'apparence de sa famille ou sauver son propre avenir intérieur. Elle peut accepter un mariage qui la protège matériellement, mais l'éteint peu à peu. Ou bien elle peut suivre une vérité plus dangereuse, plus incertaine, mais plus vivante. Jack, de son côté, n'est pas naïf. Il sait qu'il ne peut pas offrir à Rose le monde luxueux auquel elle est habituée. Il sait aussi que leur relation semble impossible. Mais lorsqu'il lui parle, il met le doigt sur l'essentiel. Elle ne peut pas continuer à mentir à elle-même. Elle ne peut pas faire semblant d'être heureuse dans une vie qui l'écrase. Ce qui rend Jack touchant, c'est qu'il ne promet pas à Rose un conte de fées facile. Il ne lui dit pas que tout ira bien, que l'argent ne compte pas, que le monde acceptera leur amour. Il lui dit plutôt qu'elle doit vivre, qu'elle doit choisir, qu'elle doit arrêter de se laisser enfermer dans une existence où elle disparaît. Rose résiste encore. Et c'est normal, parce qu'un personnage qui a été élevé toute sa vie dans la peur du scandale, du jugement, de la chute sociale, ne se libère pas en une seule soirée. Elle est partagée entre l'élan et la culpabilité, entre le désir et le devoir, entre la jeune femme qu'elle devient et le rôle qu'on lui a appris à jouer. Mais le mouvement est lancé. À partir de ce moment, chaque regard vers Jack devient un rappel. Chaque conversation avec Cal devient plus étouffante. Chaque règle de la première classe paraît plus absurde. Rose ne peut plus ne pas savoir. Elle a vu une autre possibilité. Et même si cette possibilité semble folle, elle existe. Le film prépare alors l'un de ses passages les plus célèbres, le moment où Rose rejoint Jack à l'avant du navire. Sur la proue du Titanic, face à l'océan, Jack lui apprend à ouvrir les bras, à fermer les yeux, à sentir le vent. La scène est devenue iconique parce qu'elle condense tout le rêve du film en une image simple. Rose, qui était enfermée dans les salons, se tient maintenant au bord du monde, soutenue par Jack, portée par le mouvement du navire. Elle ne regarde plus seulement la mer. Elle découvre ce que signifie être vivante. Quand elle dit qu'elle vole, ce n'est pas seulement une phrase romantique. C'est la première fois qu'elle se sent légère.
Et cette légèreté est bouleversante parce que nous, spectateurs, savons que le Titanic se dirige vers la catastrophe. L'image est magnifique, mais elle est fragile. Le vent, le coucher du soleil, la musique, les corps rapprochés, tout semble suspendu hors du temps. Pourtant, le temps avance. Et chaque instant de bonheur rapproche aussi les personnages de la nuit où tout va basculer. C'est cette double émotion qui rend Titanic si puissant. Le film nous donne la beauté tout en nous rappelant qu'elle ne durera pas. Il nous laisse croire à une échappée possible, tout en plaçant cette échappée sur un navire condamné. Pour Rose, Jack devient alors bien plus qu'un amour naissant. Il devient la preuve vivante qu'elle peut choisir autre chose. Mais choisir autre chose signifie défier Cal, défier Ruth, défier sa classe, défier tout ce qu'il a construit depuis l'enfance. Et pendant que cette révolution intime commence, le Titanic avance dans l'Atlantique avec une confiance presque aveugle. À bord, les lumières brillent encore. Les passagers continuent de dîner, de rire, de danser, de parler d'avenir. Personne ne veut croire que cette merveille de technologie puisse être vulnérable. Personne ne veut imaginer que ce palais flottant, ce symbole d'orgueil et de modernité, porte déjà en lui les conditions de sa chute. Pour l'instant, Rose et Jack pensent surtout à ce qu'ils ressentent. Mais bientôt, leur amour ne devra plus seulement affronter Cal. Il devra affronter la mer elle-même. Après la scène de la proue, Titanic entre dans une zone plus intime. Jusqu'ici, Jack et Rose se rapprochaient par conversation, par contraste, par moments de liberté. Mais maintenant, Rose a franchi une frontière intérieure. Elle ne peut plus regarder sa vie d'avant avec la même obéissance. Ce n'est pas seulement qu'elle aime Jack, c'est qu'à travers Jack, elle a découvert une vérité dangereuse. Elle n'est pas condamnée à devenir la femme que les autres ont dessinée pour elle. Et cette vérité, une fois ressentie, devient impossible à effacer. Cal, lui, le sent. Il ne comprend peut-être pas toute la profondeur de ce qui se passe chez Rose, mais il comprend une chose. Son contrôle s'affaiblit. Son argent, son rang, ses cadeaux, sa position sociale, tout cela devrait suffire à maintenir Rose près de lui. Dans son esprit, un garçon comme Jack ne devrait même pas être une possibilité. Et pourtant, Jack est devenu précisément ce que Cal ne peut pas acheter. Un choix sincère. C'est pour cela que la tension devient plus dangereuse. Au début, Cal méprise Jack. Ensuite, il le surveille. Puis il commence à vouloir l'éliminer symboliquement, moralement, socialement. Il ne suffit plus de rappeler à Rose qu'elle est promise à un autre. Il faut faire de Jack un intrus, un voleur, un homme indigne de confiance. Mais avant que le piège ne se referme, le film offre à Rose un moment décisif. Le dessin. Rose demande à Jack de la dessiner avec le cœur de l'océan. Ce choix est beaucoup plus fort qu'une simple scène romantique. Le collier vient de Cal. Il représente la richesse, la possession, la cage luxueuse. Pourtant, Rose choisit de le porter devant Jack, non pas comme un trophée de Cal, mais comme un objet qu'elle reprend à son propre compte. Elle transforme un symbole de domination en symbole de liberté. Elle pose devant Jack, vulnérable, mais pas soumise. Et la manière dont Jack la regarde change tout. Il ne la regarde pas comme Cal. Il ne la regarde pas comme une possession. Il ne la regarde pas comme une héritière à contrôler. Il la regarde comme un être humain entier, avec sa beauté, son courage, son trouble, sa décision. Dans cette cabine, Rose n'est plus la fiancée de Cal. Elle n'est plus la fille de Ruth. Elle n'est plus seulement une passagère de première classe. Elle est Rose. Ce dessin devient alors une preuve silencieuse. Pas seulement une image de son corps, mais une trace du moment où elle a choisi d'exister autrement. C'est pour cela que, des décennies plus tard, ce dessin aura encore le pouvoir de la ramener à 1912. Le papier a survécu au fond de l'océan, mais ce qu'il contient vraiment, c'est l'instant où Rose a cessé d'être un objet dans sa propre histoire. La scène est aussi importante pour Jack. Lui, l'artiste sans fortune, laisse derrière lui une œuvre qui traversera le temps. Il ne possède pas de bijoux, pas de coffre, pas de nom puissant, mais son dessin devient plus durable que toutes les richesses que Cal veut protéger. Et c'est l'une des ironies les plus belles du film. Ce n'est pas le diamant qui raconte le mieux Rose. C'est le regard de Jack. Après ce moment, leur relation bascule dans une urgence plus physique, plus assumée. Rose et Jack savent maintenant qu'ils ne jouent plus seulement avec une attirance interdite. Ils ont fait un choix. Peut-être encore fragile,
peut-être impossible à défendre devant le monde, mais réelle. Rose ne veut plus seulement rêver d'une autre vie, elle veut la vivre. Il fuit alors les regards, les domestiques, les ordres, les couloirs trop propres de la première classe. Leur course dans le navire donne au film une énergie nouvelle. Pendant quelques minutes, le Titanic devient un labyrinthe où l'amour cherche un passage. Ils descendent, se cachent, rient, échappent à ceux qui les poursuivent. Le navire, qui jusque-là séparait les classes, devient aussi le terrain de leur transgression. Chaque pont, chaque escalier, chaque porte rappelle que leur amour n'a pas de place officielle. Mais justement, ils inventent cette place eux-mêmes. Dans la voiture entreposée dans la cale, Rose et Jack vivent un moment d'abandon complet. La scène est célèbre, mais son importance ne vient pas seulement de la passion. Elle marque l'instant où Rose choisit son désir contre l'ordre social qui prétendait posséder son corps. Jusqu'ici, son avenir physique et sentimental était négocié autour d'elle. Avec Jack, elle reprend ce pouvoir. C'est un moment de liberté, mais aussi un point de non-retour, car après cela, Rose ne pourra plus revenir à Cal comme si rien ne s'était passé. Même si elle essayait, elle saurait. Elle saurait que son cœur a choisi ailleurs. Elle saurait que son corps, sa volonté, son avenir ne peuvent plus être enfermés sans violence. Ce que Jack lui offre n'est pas une sécurité matérielle. C'est une vérité sur elle-même. Et cette vérité va bientôt entrer en collision avec la catastrophe. Pendant que Rose et Jack vivent cette parenthèse, le Titanic continue sa route. Dans les salles de commande, sur les ponts, dans les conversations d'officiers et de passagers, une confiance excessive flotte encore. Le navire est rapide, immense, présenté comme une prouesse de modernité. Les avertissements de glace existent, la nuit est froide, la mer est calme, mais l'atmosphère générale reste marquée par l'illusion que rien de grave ne peut arriver. C'est là que le film commence à élargir son drame. Jusqu'ici, le danger principal semblait humain. Cal, Ruth, la classe sociale, le mariage forcé, le contrôle. Mais un autre danger approche, beaucoup plus silencieux. Il ne crie pas. Il ne menace pas avec des mots. Il attend dans l'obscurité. L'iceberg. Ce qui est très fort dans la construction de Titanic, c'est que le spectateur connaît déjà la fin historique. Nous savons que le navire va heurter la glace. Nous savons que la nuit va basculer. Alors James Cameron ne construit pas le suspense sur la question « est-ce que cela va arriver ?» mais sur une autre question, beaucoup plus douloureuse. Où seront ces personnages quand cela arrivera, et qu'auront-ils enfin osé se dire avant qu'il ne soit trop tard? Après leur moment de passion, Jack et Rose remontent vers le pont. Ils parlent d'avenir. Rose imagine quitter Cal, descendre du navire avec Jack, commencer une vie différente. Cette idée est folle d'un point de vue social, presque impossible d'un point de vue pratique. Mais émotionnellement, elle est devenue nécessaire. Pour la première fois, Rose ne parle plus seulement de fuir quelque chose. Elle parle d'aller vers quelque chose. Elle ne veut plus survivre dans le luxe. Elle veut vivre. Mais presque au même moment, dans la nuit, les veilleurs aperçoivent la masse sombre de l'iceberg. L'ordre est donné, les hommes réagissent, la machine tente de corriger la trajectoire. Mais l'immensité du Titanic devient soudain son propre piège. Un navire aussi grand, lancé à cette vitesse, ne change pas de destin en quelques secondes. Le choc n'est pas une explosion spectaculaire au début. Il est presque étrange, glissant, métallique, comme une blessure qui s'ouvre sur le côté du géant. À bord, beaucoup ne comprennent pas immédiatement. C'est l'une des réalités les plus angoissantes du film. La catastrophe commence presque calmement. Des passagers jouent avec des morceaux de glace tombés sur le pont. D'autres plaisantent. Certains sentent une secousse, mais ne mesurent pas encore ce qui vient de se passer. Dans les cabines et les salons, le luxe continue d'exister quelques instants, comme si le monde refusait de reconnaître sa propre fracture. Mais sous la surface, l'eau entre. Et Thomas Andrews, l'architecte du navire, comprend plus vite que les autres. Les compartiments se remplissent. Le calcul est terrible. Le Titanic peut survivre à certains dégâts, mais pas à ceux-là. Ce qui devait être un symbole d'invincibilité est désormais condamné. Il ne s'agit plus de savoir si le navire va couler. Il s'agit de savoir combien de temps il reste. Ce basculement transforme complètement le film. La romance ne disparaît pas, mais elle entre dans un nouveau territoire. Jusqu'ici, Jack et Rose devaient choisir entre amour et société.
Désormais, ils doivent choisir entre amour et survie. Les règles qui paraissaient si puissantes, l'argent, les titres, les classes, les dîners, les fiançailles, commencent à perdre leur sens devant l'eau qui monte. Pourtant, et c'est là que le film devient cruel, ces règles ne disparaissent pas assez vite. Même dans la panique, la classe sociale continue de décider qui monte, qui attend, qui comprend, qui est retenu, qui est écouté. Cal, de son côté, ne renonce pas à contrôler l'histoire. Au lieu de simplement affronter la catastrophe, il utilise encore la manipulation. Avec l'aide de Lovejoy, il fait accuser Jack du vol du cœur de l'océan. Le bijou, symbole de possession depuis le début, devient maintenant une arme. Cal ne peut pas empêcher Rose d'aimer Jack par la sincérité, alors il tente de détruire Jack par le mensonge. Le piège fonctionne parce que Jack n'a aucun pouvoir social pour se défendre. Qui va croire un jeune passager de 3e classe contre un homme riche, fiancé à Rose, entouré de domestiques et de respectabilité? Dans l'ordre du monde de Cal, la vérité compte moins que la position de celui qui parle. Jack est menotté, isolé, livré à un destin qui pourrait être fatal. Et Rose se retrouve devant le choix le plus clair de sa vie. Elle pourrait suivre Cal et sa mère, monter vers les canaux, rentrer dans l'ordre prévu pour elle. Elle pourrait laisser Jack disparaître dans les profondeurs du navire, croire au mensonge ou faire semblant d'y croire. Ce serait le choix de la sécurité, du rang, de la survie sociale. Mais Rose n'est plus cette femme-là. Tout ce qu'elle a vécu depuis sa rencontre avec Jack la pousse vers une décision impossible à retarder. Elle sait maintenant ce qu'est une vie sans liberté. Elle sait ce qu'est un regard qui l'enferme et ce qu'est un regard qui la libère. Alors, au lieu d'obéir, elle quitte la route qu'on lui impose. Elle va chercher Jack. Et à partir de cet instant, Titanic cesse d'être seulement une histoire d'amour interdite. Le film devient une course contre le temps, contre l'eau, contre les mensonges, contre les portes fermées, contre un navire entier qui commence à mourir. Pendant que le Titanic s'enfonce lentement dans la nuit, Rose descend vers les profondeurs pour sauver celui qui lui a appris à remonter à la surface. Quand Rose décide de retourner chercher Jack, elle prend une décision qui va contre tout ce qu'on lui a appris. Elle ne choisit pas la route la plus sûre. Elle ne choisit pas la route la plus acceptable. Elle ne choisit même pas la route que sa classe sociale considère comme logique. Elle choisit Jack. Et dans Titanic, ce choix a une force immense, parce qu'il arrive au moment précis où le monde autour d'elle commence à s'effondrer. Les couloirs qui semblaient luxueux deviennent inquiétants. Les escaliers qui menaient vers les salons deviennent des passages de fuite. Les portes, les cloisons, les grilles, tout ce qui organisait la vie à bord se transforme peu à peu en obstacle. Le navire, qui était un symbole de confort et de puissance, devient un piège. Au-dessus, les passagers commencent à comprendre que quelque chose ne va pas. Mais la panique ne se déclenche pas d'un seul coup. Elle arrive par vagues, comme l'eau elle-même. D'abord, il y a l'incrédulité. Les gens regardent, interrogent les officiers, plaisantent encore parfois. Certains pensent qu'il s'agit d'un simple retard, d'un problème technique, d'une précaution. Le Titanic est trop grand, trop moderne, trop célèbre pour disparaître comme un navire ordinaire. C'est précisément cette confiance qui rend la catastrophe si tragique. Le film montre très bien comment l'orgueil humain peut ralentir la réaction face au danger. Personne ne veut croire que le pire est déjà en marche. Les passagers de première classe sont invités à mettre leur gilet de sauvetage, mais beaucoup le font avec embarras, presque comme s'ils participaient à un exercice humiliant. Les femmes portent encore leurs bijoux, leurs manteaux, leurs robes. On continue à parler avec retenue. On cherche des explications rassurantes. Mais Thomas Andrews, lui, sait. Il sait que le navire est condamné. Son visage porte une forme de culpabilité silencieuse. Non pas parce qu'il a voulu la catastrophe, mais parce qu'il comprend mieux que les autres l'ampleur de la blessure. Les compartiments étanches ne suffisent plus. L'eau passe de l'un à l'autre. La logique technique devient implacable. Le Titanic va couler. Cette idée est presque impossible à accepter pour ceux qui se trouvent à bord. Pourtant, le film prend le temps de montrer que la catastrophe n'est pas seulement physique. Elle est aussi psychologique. Il faut d'abord que les personnages acceptent que leur monde vient de perdre ses règles. Et ce processus n'est pas le même pour tout le monde. En première classe, l'accès à l'information est plus rapide.
Les officiers parlent aux passagers importants, les canaux sont plus proches, les consignes circulent dans les salons et sur les ponts supérieurs. Même quand les riches ne comprennent pas tout, ils sont plus près des chemins de sortie. En troisième classe, c'est différent. Les passagers sont plus bas dans le navire, plus loin des ponts, moins informés, parfois retenus par des grilles ou par l'organisation même du paquebot. Le film utilise cette différence pour rappeler que, même au bord de la mort, les inégalités ne disparaissent pas immédiatement. L'eau ne fait pas de distinction entre les classes. Mais les hommes, eux, en font encore. Pendant que les canaux commencent à être préparés, la règle les femmes et les enfants d'abord s'impose peu à peu. Sur le papier, cette règle semble claire. Dans la réalité, elle devient une scène de confusion, de peur, d'hésitation et parfois d'injustice. Certains canaux partent avec des places vides parce que beaucoup de passagers ne croient pas encore que quitter le navire soit nécessaire. Monter dans une petite embarcation, au milieu de l'Atlantique, semble presque plus effrayant que rester sur le géant illuminé. C'est un détail cruel. Au début, le Titanic paraît plus sûr que les canaux qui peuvent sauver des vies. Cal comprend vite qu'il doit sauver sa propre peau, mais il continue à envelopper son instinct de survie dans les codes du pouvoir. Il parle, négocie, ment, cherche des avantages. Il ne veut pas seulement survivre. Il veut survivre en gardant l'illusion qu'il contrôle encore les événements. Mais la catastrophe révèle ce que les personnages ont réellement en eux. Chez certains, elle révèle le courage. Chez d'autres, l'égoïsme. Chez Rose, elle révèle une détermination qu'elle n'avait jamais osé montrer aussi clairement. Elle descend dans le navire alors que tout le monde cherche à monter. Ce mouvement est symbolique. La logique de survie voudrait qu'elle aille vers les ponts, vers les canaux, vers la lumière. Mais son amour, sa loyauté, sa conscience la poussent vers les profondeurs, là où Jack est prisonnier. Pour sauver l'homme qui lui a rendu sa liberté, elle accepte de retourner dans un espace de plus en plus dangereux. Jack est menotté à un tuyau, isolé, impuissant. L'eau monte. La pièce devient une horloge glacée. Chaque minute compte. Et quand Rose le retrouve, la scène ne repose pas sur de grands discours romantiques. Elle repose sur l'urgence. Il faut trouver de l'aide, trouver une clé, trouver une solution. Mais dans un navire qui s'effondre, même les gestes simples deviennent impossibles. Rose court dans les couloirs. Elle appelle. Elle cherche quelqu'un. Mais les hommes sont occupés ailleurs, les ordres se contredisent, l'eau gagne du terrain. Le Titanic devient un labyrinthe où chaque porte peut être la mauvaise. Quand Rose revient avec une hache, le film montre à quel point elle a changé. La jeune femme qui, au début, était enfermée dans les conventions, doit maintenant poser un acte concret, violent, précis. Elle doit frapper juste pour libérer Jack. Ce n'est pas un geste élégant. Ce n'est pas un geste de première classe. C'est un geste de survie. Et c'est justement pour cela qu'il est magnifique. Rose n'est plus protégée par les autres. Elle agit. Elle tremble peut-être, mais elle agit. Elle coupe les menottes, libère Jack, et à partir de là, leur relation entre dans une autre dimension. Ils ne sont plus seulement deux jeunes amoureux cherchant à échapper à un fiancé jaloux. Ils deviennent deux êtres humains qui doivent se sauver mutuellement dans un monde qui s'écroule. Leur fuite à travers le navire est l'un des grands moteurs de la seconde moitié du film. L'eau envahit les couloirs, les portes se ferment, les passagers paniquent, les chemins connus ne fonctionnent plus. La géographie du Titanic, si impressionnante au début, devient presque monstrueuse. Plus le navire se remplit, plus il semble se retourner contre ceux qu'il transportait. Ce qui est frappant, c'est que James Cameron ne filme pas seulement la catastrophe comme un spectacle. Il la filme aussi comme une accumulation de décisions humaines. Chaque retard, chaque canot mal rempli, chaque ordre mal compris, chaque barrière sociale, chaque hésitation ajoute une couche de tragédie. Le naufrage n'est pas seulement « le navire heurte un iceberg et coule ». C'est une chaîne de réactions, de peur, de choix et d'aveuglement. Et au milieu de cette chaîne, Jack et Rose essaient simplement de rester ensemble. Quand ils remontent, ils rencontrent la panique des autres passagers. Certains cherchent leurs enfants. D'autres se disputent. D'autres prient. Certains membres d'équipage tentent de garder l'ordre, parfois avec courage, parfois avec brutalité. Les sons changent, on entend moins la musique du voyage et plus les cris, les pas précipités, le métal, l'eau, les ordres répétés.
La beauté du Titanic se fissure partout. Les grands escaliers, les salons, les couloirs, tout ce qui semblait fait pour impressionner devient le décor d'une peur collective. Le film transforme le luxe en vulnérabilité. Plus un lieu était magnifique au début, plus sa destruction paraît violente. Le spectateur ne regarde pas seulement des décors se remplir d'eau, il regarde une illusion de civilisation s'effondrer. Pendant ce temps, le capitaine Smith porte lui aussi le poids du désastre. Le film le montre comme un homme dépassé par l'ampleur de ce qui arrive, presque figé face à l'irréparable. Il est le commandant d'un navire présenté comme un triomphe technique, mais il se retrouve à accompagner sa disparition. Cette image ajoute au sentiment tragique. Même les figures d'autorité ne peuvent plus arrêter ce qu'elles sont censées maîtriser. J. Bruce Ismay, de son côté, représente une autre forme de réaction. La honte mêlée à l'instinct de survie. Le film le montre confronté à l'écart terrible entre l'ambition du projet et la réalité du naufrage. Le Titanic devait être un symbole de prestige. Il devient une catastrophe mondiale. Et dans la panique, chacun doit vivre avec sa propre conscience. Mais Titanic ne réduit pas ses personnages secondaires à des symboles froids. Le film donne aussi de petits moments à des inconnus, à des familles, à des passagers qu'on a parfois à peine vus. Une mère qui raconte une histoire à ses enfants. Des personnes âgées qui restent ensemble dans leur lit. Des passagers de 3e classe qui cherchent une issue. Des musiciens qui continuent de jouer alors que le danger devient évident. Ces moments sont essentiels, parce qu'ils rappellent que le naufrage n'est pas seulement le décor d'une romance. C'est une tragédie humaine massive. Jack et Rose sont notre fil émotionnel, mais autour d'eux, des centaines de vies se brisent. Le film veut que nous ressentions l'ampleur du désastre, pas seulement son efficacité spectaculaire. La musique de l'orchestre, notamment, devient l'un des éléments les plus bouleversants. Au début, la musique était un signe de luxe, de culture, de calme. Dans la catastrophe, elle devient un geste de dignité. Les musiciens savent qu'ils ne peuvent pas sauver le navire. Ils ne peuvent pas arrêter l'eau. Mais ils peuvent offrir quelques minutes d'ordre et d'humanité dans le chaos. C'est ce genre de détail qui donne à Titanic sa puissance durable. La catastrophe n'est pas seulement bruyante. Elle est aussi remplie de silence, de regards, de gestes minuscules. Le film nous montre que face à l'inévitable, certains choisissent encore la tendresse, la loyauté, la responsabilité ou simplement la dignité. Jack et Rose, eux, continuent d'avancer. Ils retrouvent parfois Cal, qui tente encore de tirer avantage de la situation. Il ment à Rose, manipule, promet, prétend pouvoir sauver Jack ou organiser leur survie. Mais Rose comprend désormais beaucoup trop bien qui il est. La catastrophe a dissipé le brouillard. Cal peut encore porter les vêtements du pouvoir, mais il ne représente plus une sécurité pour elle. Il représente le monde qu'elle refuse. Il y a alors un moment très fort. Rose monte dans un canot, poussée vers la survie, tandis que Jack reste sur le Titanic. Tout semble indiquer qu'elle devrait partir. C'est le choix rationnel. C'est ce que Jack lui-même veut, parce qu'il l'aime assez pour vouloir qu'elle vive, même sans lui. Mais Rose ne peut pas. Elle regarde Jack. Elle regarde le navire. Elle regarde la distance qui commence à se creuser entre eux. Et soudain, elle saute de nouveau à bord. Ce geste peut sembler fou. D'un point de vue strictement pratique, il l'est presque. Mais émotionnellement, il est cohérent avec tout son parcours. Au début du film, Rose voulait quitter la vie parce qu'elle n'en supportait plus le mensonge. Maintenant, elle choisit de risquer sa vie parce qu'elle ne veut plus survivre en trahissant ce qu'elle est devenue. Elle préfère affronter le danger avec Jack que retourner seule dans une sécurité vide. Quand ils se retrouvent dans le grand escalier, l'émotion est immense, parce que ce lieu résume tout le film. C'était un espace de prestige, de hiérarchie, de beauté sociale. Il devient le lieu où Rose renonce définitivement au monde de Cal pour rejoindre Jack. Et leur baiser, au milieu du chaos, n'est pas une simple image romantique. C'est une déclaration contre tout ce qui voulait les séparer. Mais ce moment de réunion ne signifie pas que le danger est terminé. Au contraire, le pire commence. Les canots s'éloignent, l'eau monte, les lumières vacillent, la pente du navire devient de plus en plus terrifiante. Le Titanic n'est plus seulement en train de couler. Il est en train de se transformer en une gigantesque structure instable, où chaque minute rend la survie plus improbable. Jack et Rose n'ont plus de plan parfait.
Ils n'ont plus de classe sociale, plus de protection, plus de certitude. Ils n'ont que leur promesse de rester ensemble aussi longtemps que possible. Et dans la nuit glacée de l'Atlantique, cette promesse va bientôt être mise à l'épreuve d'une manière que ni l'un ni l'autre ne peut encore imaginer. À ce stade, le Titanic n'est plus un navire, il devient une épreuve. Tout ce qui, quelques heures plus tôt, donnait l'impression d'un monde stable, les escaliers, les salons, les couloirs, les portes, les cabines, les uniformes, les règles, se déforment sous la pression de la peur. Le luxe ne protège plus personne. Les titres ne ralentissent pas l'eau. L'argent ne redresse pas la coque. Et plus le navire s'incline, plus les illusions tombent avec lui. Jack et Rose avancent dans ce chaos avec une seule idée. Rester ensemble et trouver une chance de survivre. Mais le Titanic se transforme minute après minute. Les lieux qu'ils traversaient presque librement deviennent dangereux. Des passages sont inondés. Des portes sont bloquées. Des foules se forment. Des cris montent des ponts inférieurs. Le navire entier semble respirer difficilement, comme une créature blessée qui refuse encore de mourir. Ce qui rend cette partie du film si intense, c'est que la catastrophe a maintenant quitté le domaine de l'annonce. Au début, on parlait du naufrage. On calculait, on avertissait, on préparait les canaux. Maintenant, il faut le vivre. Le spectateur n'est plus devant une menace future. Il est au milieu d'une machine immense qui s'effondre sous ses yeux. Et dans cette machine, chaque personnage révèle définitivement qui il est. Cal, par exemple, abandonne presque totalement son masque. Il a encore l'apparence d'un homme riche, bien habillé, habitué au pouvoir. Mais sa panique le rend de plus en plus dangereux. Lorsqu'il comprend que Rose lui échappe pour de bon, sa jalousie, sa colère et son instinct de possession éclatent. Ce n'est plus seulement l'homme qui voulait récupérer sa fiancée. C'est un homme qui préfère détruire ce qu'il ne peut pas contrôler. Sa poursuite avec l'arme dans les couloirs du navire montre à quel point son monde intérieur est en train de s'effondrer. Le Titanic coule, des centaines de personnes cherchent une issue, mais Cal reste obsédé par Rose et Jack. Sa violence devient presque absurde face à l'ampleur de la catastrophe. Et justement, cette absurdité dit beaucoup de lui. Même devant la mort, il ne comprend pas l'amour comme un choix. Il le comprend encore comme une possession qui lui a été volée. Jack, lui, réagit à l'inverse. Il n'a pas de pouvoir officiel, pas d'argent, pas d'accès privilégié, mais il garde une présence d'esprit remarquable. Il observe, décide vite, aide Rose à avancer, cherche les issues, protège sans écraser. Il ne joue pas au héros invincible. Il a peur, évidemment. Mais sa peur ne le rend pas égoïste. Elle le rend plus attentif. C'est aussi pour cela que Jack est devenu un personnage si marquant. Il n'est pas seulement le garçon romantique qui fait rêver Rose. Dans la catastrophe, il devient celui qui transforme son amour en acte. Il ne se contente pas de dire qu'il l'aime. Il l'aide à courir, à grimper, à choisir, à survivre. Il lui répète qu'elle va s'en sortir, même lorsque tout autour d'eux suggère le contraire. Rose, de son côté, n'est plus la jeune femme hésitante du début. Elle ne suit pas Jack comme une personne passive. Elle lutte avec lui. Elle court, tombe, se relève, affronte la peur. Son évolution est visible jusque dans son corps. Au début, elle portait le poids de la retenue sociale. Maintenant, chaque geste est dicté par l'urgence et par la volonté de vivre. Le Titanic lui a pris son monde, mais Jack lui a rendu son instinct. Autour d'eux, le film multiplie les visages de la tragédie. Des passagers cherchent encore une place dans les canaux. Des hommes supplient. Des mères tiennent leurs enfants. Des officiers tentent de maintenir un ordre qui devient presque impossible. Certains coups de feu éclatent. La panique n'est plus contenue par la politesse. Et pourtant, au milieu de cette peur, il y a encore des gestes de grâce. Les musiciens continuent de jouer. Ce choix peut sembler étrange, presque irréel, mais dans le film, il prend une dimension profondément humaine. Leur musique ne sauvera personne physiquement. Elle ne changera pas la trajectoire du navire, mais elle offre à ceux qui restent quelques instants de dignité. Elle rappelle que même lorsque tout est perdu, l'être humain peut encore choisir la manière dont il accompagne la fin. Le capitaine Smith se retire dans la passerelle, comme écrasé par le poids de ce qu'il n'a pas pu empêcher. Thomas Andrews, lui, se tient devant l'horloge, face à l'évidence de son échec. Il a conçu un navire magnifique, mais il doit regarder cette merveille devenir un tombeau. Ses images secondaires sont brèves,
mais elles donnent au naufrage une dimension plus vaste. Titanic ne raconte pas seulement la peur de mourir. Il raconte aussi la confrontation avec la responsabilité, la honte, l'impuissance et le regret. Pendant ce temps, la pente du navire devient plus forte. Les objets glissent, les corps tombent, les structures craquent. Ce n'est plus seulement l'eau qui tue, c'est le navire lui-même qui devient dangereux. Tout ce qui était horizontal devient incliné. Tout ce qui était stable devient piège. Les passagers doivent grimper vers l'arrière du Titanic, comme s'ils escaladaient la dernière partie d'un monde en train de basculer. Jack et Rose montent avec les autres. Et plus ils montent, plus l'image devient presque mythologique. Le navire, immense, éclairé dans la nuit, dressé hors de l'eau, ressemble à un monument au bord de sa propre disparition. Les lumières brillent encore par endroits, mais on sent que cette beauté est en train de mourir. Le métal gémit, les câbles se tendent, les cheminées, les ponts, les rambardes, tout devient menaçant. Dans cette montée finale, le film revient à l'endroit où tout avait commencé pour Rose et Jack, l'arrière du navire. Au début, Rose était venue là pour disparaître. Jack l'avait sauvée du vide. Maintenant, ils reviennent au même endroit, mais tout a changé. Rose ne veut plus mourir. Elle veut vivre. Elle veut tenir sa promesse. Elle veut croire qu'un avenir existe encore, même si la mer semble prête à tout reprendre. Ce retour donne au film une forme de boucle très puissante. La première fois, Jack avait dit qu'il sauterait si elle sautait. Maintenant, il reste avec elle alors que le navire entier plonge vers l'océan. Leur relation, née au bord d'un gouffre intime, se retrouve face à un gouffre réel. Puis vient la rupture du navire. La coque ne supporte plus la tension. Le Titanic se brise. La scène est terrifiante parce qu'elle transforme le symbole de puissance en matière fragile. Ce paquebot qu'on croyait indestructible se casse comme si l'orgueil humain avait enfin rencontré une force plus grande que lui. Les passagers tombent, glissent, hurlent. La mer avale des sections entières du navire. La lumière vacille, puis l'obscurité gagne. Jack et Rose s'accrochent. Ils n'ont plus de plan. Ils n'ont plus de canot. Ils n'ont plus qu'une seconde après l'autre. Et lorsque la partie arrière du navire se dresse presque verticalement, l'image devient l'une des plus impressionnantes du film. Tous ceux qui sont encore là sont suspendus entre le ciel et l'eau, entre la vie et la mort, accrochés à un monde qui ne peut plus les porter. Puis le Titanic disparaît. Pas d'un seul coup, mais avec une lenteur atroce, comme si le film voulait que l'on ressente le poids de chaque seconde. L'eau engloutit le métal, les cris, les lumières, les souvenirs. Le géant qui devait traverser l'Atlantique sombre dans la nuit glacée, emportant avec lui des centaines de vies et un rêve de modernité invincible. Après le vacarme, il y a le froid. Et ce silence après la chute est presque plus terrible que le naufrage lui-même. Des centaines de personnes se retrouvent dans l'eau noire. Elles crient, appellent, cherchent quelque chose à saisir. Le film montre alors une vérité brutale. Survivre au naufrage ne signifie pas encore être sauvé. L'eau de l'Atlantique Nord devient une seconde catastrophe, invisible mais implacable. Le froid entre dans les corps, ralentit les mouvements, vole la force, la voix, la conscience. Jack trouve un débris flottant pour Rose. Il l'aide à monter dessus. Elle est hors de l'eau, au moins partiellement, mais lui reste dans le froid. Et ce choix, en apparence simple, devient le cœur tragique de leur amour. Jack ne fait pas de grands discours héroïques. Il fait ce qu'il a toujours fait depuis leur rencontre, il met la survie de Rose avant la sienne. Rose, bien sûr, ne veut pas le perdre. Elle lui parle, elle s'accroche à lui, elle refuse de comprendre ce que le froid est en train de faire. Mais Jack, lui, comprend qu'il doit lui donner plus qu'un abri. Il doit lui donner une raison de tenir. Il lui fait promettre de survivre. Cette promesse est la clé de toute la fin. Jack ne demande pas à Rose de se souvenir de lui seulement comme d'un amour perdu. Il lui demande de vivre, de vieillir, d'avoir des enfants peut-être, de connaître des années, des voyages, des joies, des douleurs, tout ce que lui ne connaîtra jamais. Il ne veut pas être la raison pour laquelle elle s'éteint. Il veut être la raison pour laquelle elle continue. C'est pour cela que sa mort est si bouleversante. Elle n'est pas seulement triste parce que Jack meurt jeune. Elle est déchirante parce qu'il meurt au moment où Rose vient enfin de choisir la vie. Leur amour a ouvert une porte, mais Jack ne pourra pas passer cette porte avec elle. Autour d'eux, les cris diminuent peu à peu. Ce détail est l'un des plus terribles du film.
La panique sonore devient silence. Les corps se figent. Les canaux sont loin. Ceux qui ont survécu sur l'eau comprennent que chaque minute réduit les chances de secours. Rose, épuisée, presque gelée, continue de tenir la main de Jack. Mais Jack ne répond plus. À cet instant, le film oblige Rose à vivre son choix le plus douloureux. Pour respecter la promesse qu'elle vient de faire, elle doit lâcher celui qu'elle aime. Elle doit accepter que rester avec lui dans la mort serait trahir ce qu'il lui a demandé. Alors elle détache sa main, le laisse glisser dans l'océan et rassemble ce qui lui reste de force pour appeler les secours. Ce geste est immense. Rose ne survit pas parce qu'elle oublie Jack. Elle survit parce qu'elle l'écoute une dernière fois. Quand elle siffle pour attirer l'attention du canot revenu chercher des survivants, ce n'est pas seulement un réflexe de survie. C'est la naissance de la Rose qui existera après le Titanic. Une Rose qui a perdu l'amour de sa vie, mais qui porte désormais une promesse plus forte que la mort. Elle sera sauvée. Mais elle ne sera plus jamais la même. Et lorsque le Carpathia recueille les survivants, lorsque Rose arrive enfin à New York sous la pluie, au milieu des visages brisés, une nouvelle décision l'attend. On lui demande son nom. Elle pourrait redevenir Rose DeWitt Bukater. Elle pourrait retourner à l'identité que sa famille, sa classe et Cal avaient construite pour elle. Mais elle répond autrement. Rose Dawson. En prenant ce nom, elle ne prétend pas que Jack est encore vivant. Elle affirme que ce qu'il lui a donné va continuer à vivre en elle. Elle coupe le dernier fil avec l'ancienne Rose et commence une existence qui ne sera plus dictée par Cal, Ruth ou la société. Le Titanic a coulé. Jack a disparu. Mais Rose, elle, vient enfin de naître. Quand Rose prononce le nom Rose Dawson, elle ne change pas seulement d'identité administrative. Elle choisit la version d'elle-même que Jack a aidé à faire naître. Ce moment est discret, presque silencieux, mais il contient toute la transformation du personnage. Au début du film, Rose était définie par son nom de famille, son rang, son fiancé, sa mère, sa fortune apparente et les attentes d'un monde qui ne lui demandait jamais vraiment ce qu'elle voulait. Après le naufrage, elle n'a presque plus rien. Plus de sécurité, plus de fiancé, plus de place certaine dans la société, plus de Jack. Mais elle a quelque chose qu'elle n'avait pas avant. Elle a son propre choix. Et c'est pour cela que la survie de Rose n'est pas présentée comme une simple chance. Bien sûr, elle a survécu physiquement à la catastrophe. Mais le film insiste surtout sur une autre forme de survie. La capacité de ne pas laisser le traumatisme décider de toute sa vie. Jack lui a demandé de ne jamais abandonner, de ne pas se laisser mourir, de vivre pleinement. Et la Rose âgée que nous voyons dans le présent est la preuve que cette promesse a été tenue. C'est là que le récit revient doucement au bateau de recherche, dans le présent. Brock Lovett et son équipe ont écouté l'histoire de Rose. Au départ, ils cherchaient un diamant. Ils espéraient retrouver un trésor, résoudre un mystère, mettre la main sur un objet d'une valeur incroyable. Mais après le récit de Rose, leur regard change. Le Titanic n'est plus seulement une épave. Ce n'est plus seulement un site de plongée, une mission, une chasse aux bijoux. C'est un cimetière, une mémoire, un lieu rempli d'histoires humaines. Brock comprend alors quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment compris malgré ses recherches. Il connaissait le Titanic de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Il connaissait les données, les images sous-marines, les plans, les objets, les hypothèses. Mais Rose lui a donné ce qu'aucune machine ne pouvait rapporter du fond de l'océan. La sensation d'avoir été là. La peur, l'amour, la honte, la lumière, le froid, les choix impossibles. Cette transformation de Brock est importante, parce qu'elle reflète aussi celle du spectateur. Au début, on peut être attiré par Titanic pour le spectacle, pour la romance, pour le naufrage célèbre, pour la promesse d'un grand film. Mais à la fin, ce qui reste, ce ne sont pas seulement les images impressionnantes du navire qui coule. Ce sont les visages, les gestes, la promesse, le sifflet de Rose, la main de Jack qui disparaît dans l'eau, le nom Dawson prononcé sous la pluie. Et puis il y a le secret final. Rose avait le cœur de l'océan depuis toutes ces années. Ce détail change notre manière de revoir tout le récit. Les explorateurs le cherchaient partout dans l'épave, persuadés qu'il avait disparu avec le navire. Cal pensait l'avoir perdu dans la catastrophe. Le monde imaginait peut-être que ce diamant était englouti quelque part au fond de l'Atlantique. Mais Rose l'avait gardé. Pas pour devenir riche. Pas pour le vendre.
pas pour prouver quelque chose à Cal ou à l'histoire. Elle l'a gardé comme le dernier objet matériel d'un monde qu'elle avait quitté. Et c'est précisément parce qu'elle l'a gardé si longtemps que son geste final a autant de poids. Quand Rose marche seule sur le pont, la nuit, avec le diamant dans la main, elle ne fait pas un simple caprice. Elle ne jette pas seulement une fortune dans l'océan. Elle rend au Titanic ce qui lui appartient symboliquement. Elle referme un cercle. Le cœur de l'océan avait été donné par Cal comme un signe de possession. Il devait attacher Rose à une vie de richesse et de contrôle. En le jetant dans la mer, Rose refuse une dernière fois ce que ce bijou représentait. Elle n'a plus besoin de sa valeur. Elle n'a plus besoin de son secret. Elle n'a plus besoin de garder un objet pour prouver que son histoire a existé. Son histoire a existé parce qu'elle l'a vécue. Ce geste peut aussi être vu comme une offrande à Jack. Le diamant retourne vers le lieu où Jack est mort, vers la mer qui a englouti le navire, vers cette nuit qui a changé Rose pour toujours. Ce n'est pas un geste rationnel du point de vue de Brock, bien sûr. Pour un chasseur de trésors, jeter le cœur de l'océan est presque impensable. Mais du point de vue de Rose, c'est peut-être le seul geste juste. Parce que certains souvenirs ne doivent pas être vendus. Ils doivent être libérés. La fin de Titanic reste l'une des fins les plus discutées parce qu'elle joue volontairement sur une ambiguïté douce. Après avoir jeté le diamant, Rose est vue dans son lit, entourée de photographies. Ces photos sont très importantes. Elles montrent qu'elle a vécu. Elle a monté à cheval, voyagé, souri, piloté peut-être, connu des aventures. Elle n'est pas devenue une femme figée dans le deuil. Elle a respecté la promesse faite à Jack. Ces images silencieuses répondent à la scène de l'eau glacée. Jack lui avait demandé de survivre, de ne jamais abandonner, de vivre longtemps. Et les photos prouvent qu'elle l'a fait. Rose n'a pas seulement survécu quelques heures après le naufrage. Elle a survécu pendant des décennies. Elle a construit une vie entière à partir d'une promesse prononcée dans la nuit. Puis le film nous ramène dans le Titanic, mais un Titanic différent. Le navire n'est plus une épave sombre. Il est lumineux, intact, magnifique. Les couloirs sont propres, les escaliers brillent, les passagers sont là, comme si le temps avait été effacé. Rose avance vers le grand escalier. Et en haut, Jack l'attend. Autour d'eux, les passagers applaudissent. Ceux qui sont morts cette nuit semblent présents, réunis dans une sorte de paix impossible. Alors, que signifie cette scène ? Le film ne donne pas une réponse totalement fermée. On peut y voir un rêve de Rose. On peut y voir son dernier souvenir avant la mort. On peut y voir une forme d'au-delà romantique, où elle rejoint enfin Jack et les âmes du Titanic. On peut aussi voir une image symbolique. Rose revient intérieurement à l'endroit où sa vraie vie a commencé. Ce qui compte, ce n'est pas seulement de savoir si Rose meurt exactement à ce moment-là. Ce qui compte, c'est ce que l'image nous fait ressentir. Toute sa vie, Rose a porté Jack en elle. Pas comme une chaîne, mais comme une lumière. Et à la fin, le film lui offre une réunion que la réalité lui avait refusée. Cette scène fonctionne parce qu'elle n'efface pas la tragédie. Jack est mort. Le Titanic a coulé. Les victimes ne reviennent pas réellement. Mais le cinéma a le pouvoir de donner une forme émotionnelle à ce qui reste sans réparation dans la vie. Il ne réécrit pas l'histoire. Il donne une image au désir humain de retrouver ce qu'on a perdu. Et dans Titanic, ce désir est immense. C'est aussi pour cela que le film touche autant de spectateurs depuis des années. Il ne parle pas seulement d'un naufrage historique. Il parle de la manière dont un amour très court peut transformer une existence entière. Jack et Rose ne passent que quelques jours ensemble. Objectivement, leur histoire est brève. Mais le film montre que la durée ne mesure pas toujours l'importance d'une rencontre. Certaines personnes entrent dans une vie comme une tempête, et rien n'est plus pareil après elle. Jack ne connaît pas la longue vie de Rose. Il ne la voit pas vieillir. Il ne la voit pas tenir sa promesse. Mais nous la voyons. Et cela donne à leur histoire une beauté particulière. Jack perd sa vie, mais son influence continue. Rose perd Jack, mais elle ne perd pas ce qu'il lui a appris. Elle devient la preuve vivante que l'amour ne se limite pas à la présence physique. Parfois, aimer quelqu'un, c'est lui transmettre assez de force pour qu'il continue sans vous. Le personnage de Rose est donc beaucoup plus actif qu'on pourrait le croire si l'on réduit Titanic à une simple romance tragique. Elle n'est pas seulement la femme sauvée par Jack. Elle est celle qui choisit de vivre après avoir tout perdu.
Elle est celle qui transforme un amour impossible en vie accomplie. Elle est celle qui, à la fin, décide elle-même du destin du diamant, du secret, de son souvenir. Et c'est là que le titre prend une dimension plus large. Titanic désigne évidemment le navire. Mais dans le film, le Titanic devient aussi un monde entier. Un monde de classe sociale, d'orgueil, de beauté, de mensonges, de promesses de progrès. Ce monde coule dans la mer. Rose, elle, traverse ce monde, en sort brisée mais libre, et passe le reste de sa vie à prouver que la catastrophe n'a pas gagné complètement. La mort a pris Jack. Mais elle n'a pas pris ce qui l'a réveillé chez Rose. La mer a englouti le navire. Mais elle n'a pas englouti la mémoire. Le diamant a disparu une seconde fois. Mais cette fois, ce n'est plus un vol, ni une perte, ni une chasse au trésor inachevé. C'est un choix. Le choix d'une femme qui a enfin le dernier mot sur son histoire. Et quand Rose rejoint Jack dans cette image finale, réelle ou rêvée, le film nous laisse avec une émotion très simple. Certaines histoires ne survivent pas parce qu'elles finissent bien. Elles survivent parce qu'elles ont changé quelqu'un pour toujours. C'est exactement ce que Jack a fait pour Rose. Et c'est exactement ce que Titanic a fait pour une grande partie de son public. Si Titanic continue de toucher autant de spectateurs, ce n'est pas seulement parce qu'il raconte une grande histoire d'amour, c'est parce que le film réussit à transformer un événement historique connu en expérience profondément personnelle. Tout le monde ou presque connaît déjà l'issue. Le navire va couler. La traversée va devenir une catastrophe. Des vies vont être perdues dans l'Atlantique Nord. James Cameron ne pouvait donc pas compter sur la surprise du naufrage. Il devait créer autre chose, un lien émotionnel si fort avec les personnages que, même en sachant la fin, on espère encore que quelque chose puisse être sauvé. Et c'est exactement ce que le film fait avec Jack et Rose. Ils sont fictifs, mais ils traversent un monde rempli de détails inspirés d'une tragédie réelle. Autour d'eux, le Titanic devient plus qu'un décor. Il devient un symbole. Symbole du progrès technique, de l'orgueil humain, des inégalités sociales, du rêve transatlantique, mais aussi de la fragilité de toutes les certitudes. Au début, le navire semble dominer l'océan. À la fin, il rappelle que même les créations les plus impressionnantes peuvent disparaître en une nuit. La force de James Cameron, c'est d'avoir compris que le spectacle seul ne suffirait pas. Le naufrage est immense, les décors sont impressionnants, les effets visuels ont marqué leur époque, mais ce qui reste dans la mémoire, ce sont les émotions attachées aux images. La proue du navire n'est pas seulement belle parce qu'elle donne sur la mer. Elle est belle parce que Rose y découvre la liberté. Le grand escalier n'est pas seulement luxueux. Il devient le lieu d'un choix, puis d'une réunion finale presque irréelle. Le diamant n'est pas seulement un objet précieux. Il devient le symbole d'une vie possédée, puis libérée. C'est cette capacité à donner un sens émotionnel aux objets et aux lieux qui rend le film si puissant. La production de Titanic a elle-même participé à sa légende. James Cameron avait déjà une réputation de cinéaste ambitieux, obsédé par les mondes techniques, les machines, l'eau, la précision visuelle et les récits de survie. Avec Titanic, il pousse cette ambition à un niveau énorme. Le film mélange reconstitution historique, romance populaire, film catastrophe, mélodrame, enquête moderne et grand spectacle. Sur le papier, ce mélange aurait pu être trop lourd. Mais dans le résultat, tout tourne autour d'une ligne simple. Rose raconte comment elle est devenue libre, et pourquoi cette liberté a eu un prix. Leonardo DiCaprio et Kate Winslet jouent ici un rôle essentiel. Leur duo donne au film son cœur. Jack aurait pu n'être qu'un beau jeune homme idéal, presque trop parfait. Rose aurait pu n'être qu'une héroïne romantique, prisonnière d'un fiancé cruel. Mais les deux acteurs apportent quelque chose de plus vivant. Jack a de l'élan, de l'humour, une spontanéité qui empêche le personnage de devenir trop solennel. Rose a de la colère, de la curiosité, de la peur, une intelligence émotionnelle qui rend sa transformation crédible. Le succès de leur couple vient du fait que leur amour ne repose pas seulement sur l'attirance. Jack donne à Rose une vision d'elle-même qu'elle n'avait jamais osé regarder. Rose donne à Jack une importance que son statut social ne lui aurait jamais accordée. Ils se rencontrent dans un monde qui les sépare, mais ils créent entre eux un espace où ces séparations n'ont plus la même force. Billy Zane, dans le rôle de Cal, est tout aussi important pour l'équilibre du film. Cal n'est pas seulement un rival romantique, il représente un système. L'argent,
le contrôle, la réputation, l'idée qu'une femme peut être possédée parce qu'on lui offre un avenir confortable. Son personnage fonctionne parce qu'il n'a pas besoin d'être monstrueux à chaque seconde pour être menaçant. Son élégance même fait partie du danger. Elle montre comment la violence peut se cacher derrière les bonnes manières. La musique de James Horner est un autre élément impossible à séparer de l'impact de Titanic. Le thème musical donne au film une dimension presque mythique. Il accompagne la romance, mais aussi la mémoire, la perte, la grandeur du navire et la douleur du souvenir. La chanson associée au film est devenue elle-même un phénomène culturel, au point que beaucoup de spectateurs peuvent ressentir l'émotion de Titanic dès les premières notes. Mais au-delà de la musique, le film travaille aussi beaucoup avec le contraste sonore. Au début, le Titanic est rempli de conversations, de machines, de fêtes, de pas dans les couloirs, de vaisselle dans les salons. Pendant le naufrage, ces sons se transforment, cris, métal, eau, ordre, silence progressif. Et à la fin, lorsque les voix s'éteignent dans l'eau glacée, le film atteint une forme de terreur presque simple. Le spectacle devient intime. Le succès mondial de Titanic a parfois fait oublier à quel point son pari était risqué. Un très long film romantique et catastrophe, centré sur un événement historique connu, avec un budget énorme, aurait pu être un échec spectaculaire. Mais le public a répondu massivement. Le film est devenu un phénomène de cinéma, a remporté 11 Oscars et a installé Jack et Rose dans l'imaginaire collectif. Peu de films réussissent à être à la fois un immense succès populaire, un objet technique impressionnant et une histoire émotionnelle transmise de génération en génération. En France aussi, Titanic est devenu bien plus qu'une sortie de cinéma. Pour beaucoup de spectateurs, c'est un film découvert en salle, puis revu à la télévision, en DVD, en famille, parfois des années plus tard avec un regard différent. Les plus jeunes peuvent y voir d'abord une romance tragique. Les adultes peuvent y voir davantage la pression sociale, la mémoire, le deuil, le regret, la manière dont une rencontre peut réorienter toute une existence. C'est l'une des raisons pour lesquelles le film continue de fonctionner. Il change légèrement selon l'âge auquel on le regarde. À 15 ans, on peut surtout retenir Jack et Rose à l'avant du navire. Plus tard, on peut être frappé par la solitude de Rose âgée, par les photos près de son lit, par le poids d'une promesse tenue pendant toute une vie. Titanic parle aussi de classe sociale avec une clarté très accessible. Le film ne fait pas un discours théorique. Il montre simplement comment les espaces sont séparés, comment les corps circulent différemment, comment les informations ne descendent pas à la même vitesse, comment la valeur accordée à une vie peut changer selon l'endroit où elle se trouve sur le navire. Cette dimension rend la catastrophe encore plus dure, parce que le danger naturel révèle une injustice humaine. Et pourtant, le film ne laisse pas seulement une impression de colère ou de tristesse. Il laisse aussi une idée de transmission. Rose survit, elle vit. Elle garde Jack dans sa mémoire, mais elle ne se réduit pas à son absence. C'est peut-être l'aspect le plus important de la fin. Titanic aurait pu être seulement un film sur la perte. Il devient aussi un film sur ce qu'on fait après la perte. La promesse de Rose est le véritable héritage de Jack. Elle ne se contente pas de pleurer un amour disparu. Elle transforme cet amour en mouvement. Elle voyage, elle expérimente, elle devient quelqu'un qui n'aurait probablement jamais existé sans ces quelques jours à bord du Titanic. Cela ne rend pas la mort de Jack moins tragique. Mais cela donne à son sacrifice un sens qui dépasse la scène du débris flottant. C'est pour cela que la dernière image touche autant. Qu'on y voit un rêve, un souvenir, une mort paisible ou une réunion symbolique, elle offre une réparation émotionnelle. La vie réelle ne rend pas toujours ce qu'elle nous prend. Mais le cinéma peut créer un espace où l'amour, la mémoire et le désir se rejoignent une dernière fois. Sur le grand escalier, Jack attend Rose comme si le temps n'avait plus de pouvoir. Et tous ceux qui ont disparu avec le navire semblent reconnaître que son histoire est enfin complète. Au fond, Titanic reste inoubliable parce qu'il unit deux échelles opposées. D'un côté, il y a l'immensité. Un paquebot gigantesque, un océan, une catastrophe historique, des centaines de destins, un spectacle de cinéma monumental. De l'autre, il y a un geste minuscule. Une main tendue, un dessin, un nom prononcé, un sifflet dans la nuit, un diamant rendu à la mer.
le film comprend que les grandes tragédies ne deviennent vraiment humaines que lorsqu'on les regarde à travers des détails. Jack et Rose n'ont peut-être jamais existé comme personnes réelles, mais leur histoire donne un visage à une mémoire collective. Elle permet au spectateur de ressentir ce que les chiffres seuls ne peuvent pas transmettre. Elle rappelle que derrière chaque catastrophe, il y a des vies interrompues, des choix impossibles, des amours, des regrets, des promesses. Et si Titanic continue d'être revu, cité, parodié, admiré, critiqué, défendu, c'est parce qu'il possède cette qualité rare. Même quand on connaît toutes ces scènes, on se laisse encore prendre par l'émotion du voyage. On sait que le navire va heurter l'iceberg. On sait que Jack ne survivra pas. On sait que Rose gardera son secret jusqu'à la fin. Mais malgré tout, quand la musique revient, quand la proue apparaît, quand Rose ferme les yeux face au vent, on accepte encore de croire à cet instant suspendu où deux personnes, perdues dans un monde qui les sépare, ont l'impression de voler. C'est peut-être là que se trouve la vraie puissance de Titanic. Le film ne nous demande pas d'oublier la tragédie. Il nous demande de regarder ce qui peut naître juste avant elle. Un amour, une révolte, une promesse, une vie entière sauvée par quelques jours de liberté. Et lorsque Rose laisse finalement le cœur de l'océan disparaître dans l'eau, elle ne perd pas son histoire. Elle la libère. Elle rend au passé ce qui appartient au passé, tout en gardant en elle ce qui ne pourra jamais couler. Car le Titanic a sombré. Jack a disparu. Mais la promesse, elle, est restée à la surface. Et c'est pour cela que, plus d'un siècle après le vrai naufrage et des décennies après la sortie du film, Titanic continue de parler au public. Parce qu'au-delà du spectacle, au-delà des chiffres, au-delà de la légende, il raconte une chose très simple et très humaine. Parfois, une seule rencontre peut nous sauver d'une vie qui n'était pas vraiment la nôtre. Et si cette histoire vous touche encore aujourd'hui, dites en commentaire quelle scène de Titanic vous reste le plus en mémoire. La proue, le dessin, le naufrage, la promesse de Jack ou le dernier retour au grand escalier.